Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro du Petit Déclic, une émission proposée par On. Pendant quelques minutes, nous allons tenter de vous présenter et d'expliquer un sujet d'actualité qui fait débat dans la société. Aujourd'hui, on aborde la question épineuse de l'inceste. 2021 a marqué un nouveau tournant dans la libération de la parole. Ce sujet, longtemps resté tabou, semble aujourd'hui prendre une place importante dans le débat public. Qu'en est-il vraiment? Comment cette question de l'inceste s'est-elle imposée dans les médias et dans le champ politique ces derniers mois? Comment la justice protège-t-elle les victimes? Pour tenter d'y voir plus clair sur ce vaste sujet, nous recevons aujourd'hui Céline, étudiante en lettres. Bonjour Céline. Bonjour Hugues. Pour commencer, la libération de la parole par les victimes d'inceste est-elle vraiment nouvelle? Oui, alors on parlait du viol avec MeToo, on en parlait en lisant Dépente, on savait que ça existait, avant d'ouvrir nos oreilles pour l'écouter, pour écouter les victimes. Et bien pour l'inceste c'est la même chose. Il aura fallu attendre la fameuse Camille Kouchner pour que le monde entende, pour que la majorité ne reste ni dans le silence, ni dans le bruit sourd. Ils étaient marginaux ceux qui parlaient, elles s'appelaient Fanny Daté, Katia de Brinon ou encore Christine Angot. Aujourd'hui, une nouvelle libération de la parole intervient après le livre de Camille Kouchner. L'affaire Duhamel semble avoir dénoué les langues, ces langues qui ont hurlé au grand jour leur douleur. Les réseaux sociaux ont également une grande part de responsabilité dans ce déliement des langues, puisqu'ils permettent la circulation des informations et le développement des hashtags. Il s'agit donc pour les internautes de partager leur soutien aux victimes et pour les victimes de s'exprimer. Les réseaux sociaux et les médias laissent donc circuler une parole qui offre une nouvelle légitimité aux victimes. Le hashtag MeTooInceste a beaucoup été relayé sur les réseaux sociaux et en particulier sur Twitter, mais d'où vient-il? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a déjà eu une libération de la parole ces dernières années et qu'il n'a pas fallu attendre Camille Kouchner pour cela. Par exemple, on peut citer l'œuvre L'inceste de Christine Angot, publiée en 1999. Il y avait donc déjà une libération de la parole dans les années 2000. Comme pour MeToo, c'est une affaire médiatique qui fait éclater ce phénomène de société qu'est l'inceste. Et donc, on se rapporte au livre de Camille Kouchner. Ce qui est important aussi, c'est que je vous donne quelques repères. Déjà, l'inceste touche 6,7 millions de Français, soit 1 Français sur 10, selon l'enquête Ipsos pour l'association Face à l'inceste. Et ce ne sont que ceux qui déclarent en avoir été victimes. On considère également que 2 enfants par classe en sont victimes, soit 2 sur 30. Il faut aussi savoir que l'inceste concerne tous les milieux sociaux. On est passé de 3% en 2009 à 10% en 2020 de déclarations d'inceste. On parle beaucoup des réseaux sociaux, mais ce sont aussi des œuvres culturelles et littéraires qui permettent la libération de la parole, non? Oui, exactement. Alors comme j'en parlais, il y a La Familia Grande de Camille Kouchner, qui est une œuvre publiée en janvier 2021 et qui a fait ressortir l'affaire Duhamel. Le célèbre politologue faisait en fait subir des actes incestueux aux jumeaux de Camille Kouchner. Et donc ce beau-fils d'Olivier Duhamel, appelé Victor dans l'œuvre, voit sa parole bâillonnée comme si tout le monde savait sans rien dire. La mère de Camille et Victor rejette la faute sur ses enfants, comme le raconte l'auteur dans son livre. Sa mère aurait dit « Si tu avais parlé, j'aurais pu m'en aller. Ton silence est ta responsabilité. Si tu avais parlé, rien de tout ça ne serait arrivé. » Elle déclare également « Il n'y a pas eu de violence, ton frère n'a jamais été forcé, mon mari n'a rien fait. » On voit donc qu'il y a une violence familiale et un silence qui perdure même après les révélations. On est toujours en train de dire que rien ne s'est passé, on ne verbalise pas. Il y a aussi une autre œuvre qui est très importante dans la libération de la parole, c'est le podcast Ou peut-être une nuit de Louis Média. C'est l'histoire de Charlotte Pudlowski qui raconte l'histoire de sa mère qui a été victime d'inceste. Elle se base également sur des témoignages d'autres femmes pour décortiquer le silence autour de la question de l'inceste. Charlotte Pudlowski déclare « Comment est-il possible que même dans les familles les plus aimantes, celles dans lesquelles la parole semble circuler, certaines histoires de violence restent indicibles. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur l'inceste, pour comprendre pourquoi ce silence. Qu'est-ce qu'elle charrie, la parole sur l'inceste? Que tout le monde veuille l'étouffer, l'ignorer. Qu'est-ce qu'elle a de tellement subversif? C'est un podcast à retrouver sur Louis Média. Alors, qu'est-ce qui empêchait auparavant et empêche d'ailleurs toujours des victimes de parler? Alors il y a plusieurs peurs, Hugues, qui sont très importantes dans ce musellement de la parole. Il y a d'abord la peur de l'agresseur qui va imposer un certain silence autour des agressions. Il y a aussi la peur de voir exploser le cercle familial, ce cercle familial qui est censé nous protéger et nous emmener jusqu'à l'âge adulte. Et Hélène Romano, psychothérapeute, déclare « Majoritairement, un enfant, même adulte, qui dénonce son agresseur incestueux est sacrifié, exclu par sa famille. »
Il y a aussi une peur du regard de la société, puisque l'inceste est toujours dans nos sociétés un tabou. Il y a aussi un certain enfermement dans le déni et même dans l'amnésie, comme le déclare Nathalie, victime d'inceste. Comme tous les petits, j'ai oublié en partie mes premiers souvenirs. Ceux qui restaient, je les mettais de côté, dans une forme de rejet parce qu'ils étaient trop douloureux. Il y a également une chose très importante, c'est le silence familial et l'histoire difficile vécue par ces familles, puisque Hélène Romano, la psychothérapeute, explique que environ 40% des mères incestueuses ont été elles-mêmes abusées, agressées, violées dans leur enfance ou bien ont vécu des situations d'abandon parental. Du côté du droit français, où en est-on et comment la justice protège-t-elle les potentielles victimes? Alors, Hugues, ce qui est très intéressant, c'est qu'il faut savoir que la notion d'inceste a juridiquement été introduite seulement en 2016. L'inceste, c'est des viols ou des agressions sexuelles perpétuées par le père, la mère, l'oncle, la tante, les grands-parents, les frères et les sœurs et les neveux, ou bien sûr le conjoint de ces membres de la famille, c'est-à-dire qu'il y a soit un lien de filiation, soit un lien d'alliance entre l'agresseur et la victime. Il faut aussi savoir que la prescription pour ces abus est fixée à 30 ans après la majorité de la victime, c'est-à-dire qu'après ces 48 ans, la victime ne peut plus porter plainte. L'agression doit être également, comme toute autre agression, prouvée, et les actes doivent être faits sous la contrainte, par la surprise, sous la menace ou la violence. Ce qui est intéressant aussi, c'est que parfois et même souvent, au lieu de la cour d'assises, les agressions incestueuses et même parfois les viols sont jugés comme des délits par un tribunal correctionnel qui va fixer la durée de détention maximale à 10 ans au lieu de 20 ans en cour d'assises. Donc on voit qu'il y a un certain découragement que la loi impose aux victimes, un découragement qui ne les aide pas à porter plainte. Merci Céline d'avoir répondu à nos questions et on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du Petit Déclic. Salut!